médias au propos de Sébastien, d'une part, enfin, et aux propos qui ont suivi justement le sien. En ce qui concerne le fait que je vais parler d'un homme qui n'a pas écrit spécifiquement sur l'éducation et sur l'éducatif, de façon précise, disons, mais qui ouvre à une réflexion sur les conditions d'exercice de l'éducation et de la formation. Ce n'est pas l'objet de mon propos, de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer du travail de cet homme, mais pour moi, c'est l'occasion finalement d'honorer quelqu'un qui a accompagné tout mon parcours personnel et professionnel durant quasiment ces 40 dernières années, ce qui n'est pas rien. Alors, il est pour moi figure inspirante et figure, je peux dire, guide. Alors, on n'a pas parlé de... Je ne me souviens pas qu'on ait discuté d'une éventuelle... enfin, de la différence qu'il peut y avoir entre la notion de guide et la notion d'inspiration. C'est peut-être intéressant à envisager. Alors, cela dit, j'évoque Henri Laborie. Henri Laborie, et pour le présenter très rapidement, bien que j'imagine que vous le connaissez, ou en tout cas vous connaissez au moins son nom, il est assez évocateur. Pour ce qui concerne, vous savez, je me base juste sur ce qu'il dit de lui à l'ouverture du film, enfin un générique quasiment, du film Mon oncle d'Amérique, dans les années, alors je ne sais plus d'ailleurs, ça doit être dans les années 70-80, un film d'Alain Resnais, qui a mis en scène les hypothèses sur le comportement, les hypothèses d'Henri Laborie, sur un comportement une compréhension du comportement bio-psychosocial, ouais, c'est rien que ça, des individus. Alors, il est né en 1914, et ce qu'il ne dit pas dans le film, c'est qu'il meurt en 1995, évidemment. Il a été docteur en médecine interne des hôpitaux, chirurgien des hôpitaux et maître de recherche au service des santé des armées. C'est d'abord un chirurgien, c'est d'abord un biologiste. Il est inventeur, disons, il a travaillé avec d'autres quand même, de l'hibernation artificielle. En tout cas, il a introduit en thérapeutique l'hibernation artificielle, la chlorpromazine, qui était le premier tranquillisant en usage en milieu hospitalier. Et il a travaillé, et c'est une des choses qui m'a particulièrement intéressé au départ, il a travaillé sur la réaction de l'organisme aux agressions. Et il s'est orienté, à partir de là, pour ceux qui m'ont intéressé, il s'est orienté vers les questions de stress. Voilà. Alors, du stress de la cellule, et le travail qu'il a fait, c'est de l'élargir au stress à l'organe, ensuite à l'organisme humain, ensuite à l'organisme social. Et à travers la question du stress, il aborde la question de l'agression. Alors, ce qu'il dit de lui, et je vous le lis parce que c'est une forme de lucidité qui est très intéressante et qui m'a vraiment beaucoup nourri à cette époque-là. Il faut ajouter aussi qu'il est d'origine vendéenne. La Vendée est ce pays auquel on a imposé la liberté, l'égalité et la fraternité surtout, en y faisant 500 000 morts. Il est cependant abonné au gaz et à l'électricité de France, ce qui montre ses sentiments nationalistes. Et d'autre part, il est parfaitement adapté à une socioculture dont il a largement profité. Voilà. Laborie est là-dedans, dans cette approche-là, qui est une approche distancée, lucide, presque cynique, au regard de ce qu'est la vie et de ce qu'est l'individu dans la vie. Dans les derniers mois de sa vie, bon, il était très sollicité, il donnait beaucoup d'entretiens, d'interviews. Dans un de ces entretiens, il évoque le fait qu'au final, il sait peu de choses et il semblait parfaitement honnête en l'opposant. Le niveau de modestie qu'il pouvait y avoir, qui confinait aussi à la prétention d'avoir compris beaucoup de choses, tout en ayant compris si peu. Voilà, une forme de position, de posture de savant qui m'avait beaucoup touché et qui continue de me toucher. Alors, pour dire quelque chose de son travail,
plutôt que de vous asséner quelque chose que que j'aurais tenté de créer, je vais juste lire un extrait d'un écrit de Joël de Ronet, qui donc a fait paraître un petit article au moment du décès d'Henri Laborie. Je vous le dis parce qu'il donne une lecture, enfin l'extrait que je vous en donne offre une lecture globale du travail qu'il a pu mener et qui nous introduit dans ce que j'ai pu en faire pour ma part et ce que j'en fais encore de ce travail-là. Henri Laborie ouvre la cellule sur son environnement. Il retrace le cheminement du flux d'énergie qui, du soleil à l'homme, alimente la vie. Il relie ainsi la photosynthèse, les cycles énergétiques, le métabolisme cellulaire et le comportement en une approche cohérente et féconde. Dans la continuité de son message, on saisit la force de sa vision, l'intégration des niveaux de complexité, l'interdépendance des structures et des fonctions, la dynamique des interactions. Au travers de ses livres de synthèse comme de ses essais, Laborie donne l'impression de toucher à tout. Biochimie, biologie moléculaire, neurobiologie, hormonologie, écologie, économie, philosophie, j'ajouterai personnellement psychologie sociale. Il retrouve les visions de Claude Bernard sur la constance du milieu intérieur ou de Walter Kamm sur l'homéostasie. L'homéostasie qui est un état et du corps et même du social qui est extrêmement intéressant et qui est personnellement en fait un concept qui m'a été extrêmement utile dans le champ de la formation. Je poursuis les propos de Joël de Ronet. La relation à l'écosystème constitue un volet essentiel de sa démarche. La molécule active, la cellule, le tissu, l'organe, le corps ne sont jamais séparés de leur environnement immédiat, de leur écosystème microscopique ou macroscopique. Ils s'intègrent dans un tout, lui-même ouvert sur un environnement plus vaste encore. C'est une référence à la question des niveaux d'organisation sur lesquels a beaucoup insisté Henri Laborie lors d'un dernier ouvrage. Cette vision amène Laborie à quitter la biologie, au sens disciplinaire du terme, pour s'intéresser à l'environnement humain, à ce corollaire économique et politique. Ce qui n'a pas été sans heurter l'approche disciplinaire traditionnelle des universitaires, je rends hommage tout de même aux universitaires, auxquels il s'est souvent confronté. Les critiques se font plus vives encore quand le chercheur quitte son domaine de compétences pour aborder le secteur des sciences humaines et de la philosophie. J'ai été séduit, je pense, fasciné même, par la capacité et la manière dont Henri Laborie intégrait les différentes approches, en tout cas, de l'humain, ce que globalement on peut mettre sous le terme de sciences humaines, et les sciences dites à l'époque, sciences dites dures. Alors, personnellement, j'ai rencontré Laborie au moment où je finissais ma vie d'étudiant en sociologie, enfin cette phase-là de ma vie quand même, et où j'ai, après avoir fait un certain nombre, une période d'enseignement et puis d'études sur le terrain, j'ai opté pour une vie de formation auprès d'adultes, pour la plupart du temps. Et de ce fait-là, dans toute cette activité-là de formation en particulier, je me suis largement nourri. Alors c'est pour ça que j'évoquais le fait que Henri Laborie était inspirateur enfin je peux le dire, dans ce qui concerne ma curiosité, on regarde ma curiosité vers différents champs de connaissances. Parallèlement, il aura été un guide pour moi, puisque j'ai même utilisé un certain nombre de ces aphorismes et il a produit quelques aphorismes et puis des extraits, évidemment, quelques citations. Je me suis quasiment inscrite mémoriellement. J'en donnerai quelques-unes tout à l'heure. Mais les éléments essentiels que j'ai puisés dans le travail de Laborie, je les ai regroupés en trois champs, et dont j'ai fait usage, je peux dire, dans mes activités de formation. Et donc, si
il n'a pas nourri la formation en tant que telle, l'éducatif, les conditions dans lesquelles, et c'est comme ça que je peux dire, j'ai utilisé en quelque sorte le travail de Laborie, c'est dans la mesure où j'ai pu favoriser des conditions d'émergence du travail éducatif. Et donc je donne 3 éléments. L'un qui est l'attention que j'ai pu porter et que je continue de porter à la nécessité, voire même l'exigence de la reconnaissance et partant de l'estime de soi, présente chez les êtres sociaux que nous sommes. Lui, il en parle pour les êtres sociaux, il l'évoque évidemment, il nomme cela la survie, pour ce qui concerne les cellules. Alors, on peut utiliser la vie des cellules comme, ou la vie des molécules comme métaphore, sauf qu'on peut considérer aussi, et c'est ce que s'autorise Laborie, et ce que je m'autorise aussi à faire, à considérer que ce qui relève de la reconnaissance dans la vie sociale est une forme, disons, un peu plus sophistiquée, beaucoup plus sophistiquée, qui renvoie tout de même, qui relève quand même de la survie. Voilà. Ce qui est d'ordre de la survie dans le champ biologique est de l'ordre de la reconnaissance, du besoin de reconnaissance, de l'exigence de reconnaissance chez les humains. Deuxième élément, l'importance des interactions dans la vie des groupes. J'ai retrouvé cette problématique-là des interactions lorsque j'ai abordé le travail de l'école des courants de Palo Alto, par exemple, hein, très très utile, encore une fois, pour nous dans la compréhension des mécanismes et dans le travail que l'on peut faire quand on est formateur. Et un troisième élément, l'appréhension des niveaux d'organisation pour mieux, si je peux dire pour mieux, mais les niveaux d'organisation qui permettent de mieux se situer. D'une certaine façon, ça en renvoie, me vient à l'esprit, c'est au connais-toi toi-même, grec, qui invite à savoir se situer, à connaître ses limites et repérer au sein de quel environnement on agit. Voilà, donc ce sont 3 éléments essentiels qui, pour ma part, personnellement en tout cas, ont construit et m'ont permis d'avancer, et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Je prends juste, Rémi, si je peux prendre 2 minutes pour lire 2 citations. Pour aller sur la Lune, il faut connaître les lois de la gravitation. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît ces lois qu'on peut leur échapper. Cependant, le fait de les connaître permet de faire autre chose et d'agir. Merci. Merci Pierre. Ce qui nous renvoie aux propos du praticien réflexif aussi de ce matin. Oui, bonjour à tous. Donc Anne-Françoise Duquiré, donc enseignant-chercheur, membre du laboratoire de recherche Prophéos Cyrel. Alors, l'une des figures qui m'a inspirée et qui continue de m'inspirer est Axel Honneth, donc philosophe, sociologue allemand. Donc pour moi, la figure inspirante est une personne, un intellectuel ou un praticien qui apporte une pensée, des idées nouvelles, des combats qui nous animent et qui suscitent en nous une curiosité pour nous élever. Alors, je ne me suis pas inspirée d'une figure du passé, contrairement à beaucoup d'entre vous, mais à une figure plus contemporaine. Alors, j'aurais pu parler d'Henri Pierron, qui a beaucoup inspiré mon début de carrière universitaire avec ses travaux sur la docimologie et qui m'ont conduit à produire ma thèse sur les jurys d'entretien en concours de professeurs des écoles, donc à l'épreuve de la docimologie. Alors, j'ai découvert plus tardivement les travaux d'Axel Honneth, notamment la théorie de la reconnaissance sociale, ce qui a donné une autre impulsion à mes travaux et qui ont également, enfin, ces travaux ont également inspiré ma vie personnelle. Alors, cette théorie m'a semblé très fertile à mobiliser parce qu'elle permet aujourd'hui de comprendre les problématiques éducatives, sociales, politiques, fondamentales. Et je le cite, l'ensemble de nos rapports à autrui est traversé par des attentes de reconnaissance. Alors, les souffrances, l'exclusion, les difficultés d'insertion sociale et professionnelle rencontrées par des individus étudiés dans mes travaux. Alors, je pense par exemple aux jeunes sans domicile fixe, les jeunes placés dans des institutions sociales, les étudiants en précarité, prennent sens si on les analyse sous l'angle de la reconnaissance.
Alors, on entend par reconnaissance le fait de reconnaître une qualité, une aptitude à quelqu'un, d'en reconnaître la valeur et son importance. Le processus de reconnaissance possède une caractéristique élémentaire qui est celle de permettre l'entrée de l'individu dans l'existence spécifiquement humaine. Alors, on sait que la reconnaissance, elle atteint toutes les sphères de l'existence humaine, car l'individu a un besoin fondamental de reconnaissance. Il aspire à être reconnu tant du point de vue professionnel que dans ses relations personnelles, tant dans la vie familiale qu'en amour et en amitié. Alors, pour Axel Honneth, la formation de l'identité de la personne est tributaire de relations de reconnaissance. La réalisation de soi comme personne individuée dépend de l'établissement de la reconnaissance mutuelle au sein de 3 sphères normatives distinctes, de l'amour, du droit et de la solidarité. C'est à partir du moment où les personnes sont reconnues comme porteuses de besoins affectifs et comme sujets égaux qu'elles peuvent s'autoréaliser. Alors, celles-ci prennent dans ce cas la forme de 3 types distincts de rapport à soi, donc la confiance en soi, le respect et l'estime de soi. Donc, lorsque les personnes sont atteintes dans leur intégrité physique, sont exclues des droits ou se sentent niées dans leurs valeurs sociales, toutes ces atteintes à la reconnaissance entraînent, je le cite, une expérience du mépris qui affecte négativement le rapport à soi des personnes concernées. Donc, on assiste alors à la dissolution de la confiance en soi en tant que personne digne d'affection, à la perte de soi comme membre d'une communauté d'égaux en droit et à la perte de l'estime de soi comme sujet contribuant par leur pratique à la vie commune. Alors, ces 3 formes de rapport à soi positif, la confiance en soi, le respect de soi, l'estime de soi, appartiennent aux structures de l'identité personnelle. Donc, ces privations de reconnaissance amènent des expériences morales négatives car les personnes concernées se voient refuser les conditions d'une formation positive de leur identité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans plusieurs situations, vivre ces expériences de mépris, de discrimination, conduit ces personnes à mener des combats visant à restaurer des rapports de reconnaissance. Alors bon, on voit que cette notion de reconnaissance sociale est complexe. D'ailleurs, si on s'intéresse à François Dubé, il nous dit que cette notion est tellement banale qu'elle désigne un ensemble d'expériences et de natures bien différentes. Alors, pour poursuivre sur les travaux d'Axel Honneth, ils s'inscrivent dans le droit fil de la sociologie critique de l'école de Francfort. Donc, en reprenant à son compte quelques apports de la sociologie et de l'histoire sociale, comme ceux de la lutte collective inspirés des travaux de George Lukács, Axel Honneth a montré, par exemple, que la classe ouvrière est un groupe soumis à des injustices sociales et à des formes de dégradation de leur expérience. Alors, il a explicité, grâce à la sociologie et à la psychologie, que les attentes non réalisées dans des expériences négatives peuvent être comprises comme des attentes de reconnaissance. Alors, cette théorie se donne également pour tâche de comprendre l'origine des pathologies sociales dans une société de plus en plus méprisante où règne le déni de reconnaissance. Alors, après, au niveau des travaux et ce thème de la reconnaissance, on peut dire que la théorie est proche de la conscience des acteurs et du sens que ces derniers donnent à ce qu'ils font. Exemple, la violence des jeunes dans la société, les jeunes issus de l'immigration. Donc, ce que je dirais pour conclure, c'est que Axel Honneth prolonge la voie ouverte par Hegel en ne réduisant pas les exigences de reconnaissance à de pures constructions sociales, mais en s'intéressant au fondement de leur production du point de vue historique. Alors, il a montré la dynamique dans laquelle les individus s'engagent pour défendre leur dignité. Voilà. Bonjour, alors je suis Laurent Lescoire de Caen et anciennement de Rouen.
Alors, je vous prie d'abord de m'excuser puisque je ne pourrais pas être avec vous ce matin. Je fais donc cette petite capsule pour participer un peu aux échanges et je pourrais avoir la chance d'échanger avec vous en début d'après-midi, je crois. Donc en fait, si on joue le jeu de cette figure inspirante en éducation, pour ma part, j'ai l'image de personnes, de personnages aussi qu'on peut avoir rencontrés à un moment donné, alors soit humainement dans sa carrière, mais souvent c'est dans des lectures et qui, dans le cadre de la question éducative, constituent des formes de rencontres, de ruptures, des lectures, des conceptions qui ouvrent de nouveaux horizons. Et pour ma part, c'est cela à la fois en théorisant, en expérimentant des pratiques qui paraissaient plus ou moins inaccessibles et se rendre compte que cette pensée-là est développée. Pour ma part, dans mon propre parcours, dans les grandes figures inspirantes que j'ai pu croiser, il y a bien évidemment Célestin Freinet. Quand j'ai eu la chance de lire pour la première fois des écrits de Freinet, je devais avoir 16-17 ans. Et je crois qu'il y a aussi, au fur et à mesure, pour ma part, j'ai eu un parcours dans le cadre de CEMEA aussi, c'est la découverte au fur et à mesure d'écrits, de penseurs de l'éducation, de pédagogues qui ont contribué fortement à changer à la fois ma vision de praticien comme pédagogue et puis, dans le cadre des sciences de l'éducation, à penser plus globalement, constater aussi le fait que ces figures sont connues, puis moins connues, tous les phénomènes de vulgate. Donc, je pense pour ma part à Freinet, à Montessori, à Fréré, à Dewey, à Rogers, à De Crowley, qui sont vraiment des pédagogues qui ont une influence importante, à la fois, je crois, dans le champ de l'éducation contemporaine, mais aussi dans ma propre histoire de chercheur sur les questions pédagogiques. Donc, il me semble que c'est très intéressant de travailler sur ces figures parce qu'elles sont un point d'ancrage. Moi, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup évolué la lecture de 15 pédagogues coordonnés par Jean Rousset, qui justement donnait accès, de mon point de vue, certaines de ces figures inspirantes. Et je pense qu'on ne sort pas indemne de ces rencontres. Il y a vraiment un avant, un après, dans le regard qu'on va porter sur les faits éducatifs. Je crois que ce sont... je reprendrai la métaphore qu'utilisait Jean-Pierre Astolfi sur le nain juché sur des épaules de géants. C'est-à-dire, globalement, il y a vraiment cette idée qu'à travers ces figures inspirantes, on ne regarde plus les pratiques, on ne regarde plus les enjeux de la même manière. Et donc, je pense que pour la fréquentation de leurs écrits, de leur production, c'est quelque chose qui n'est pas seulement inspirant, mais qui est aussi fondateur dans la démarche des personnes. Donc, c'est en ce sens que pour moi, une figure inspirante, c'est aussi quelqu'un qui va contribuer à l'évolution, à l'analyse des actions, des pratiques, des idées. Et ça nous aide à voir un petit peu plus loin, un peu autrement. Donc, ça que je trouve très intéressant de la démarche là d'entrer sur ces questions par les figures inspirantes. Voilà, bon. Notamment par rapport à ce que j'ai entendu là rapidement, c'est-à-dire qu'effectivement, mon point de vue, moi, on a tous une histoire et ces figures inspirantes ont changé notre histoire, le parcours. Moi, pour ma part, c'est vraiment quelqu'un comme Célestin Freinet. Donc, je pense que je ne dois pas être le seul à avoir mentionné Célestin Freinet comme une figure inspirante, mais parce que, et en vous entendant, où est la rupture? Pour moi, la rupture de ce type de rencontre pédagogique, pour d'autres, ça aurait été certainement d'autres noms. Moi, je sais que Freinet, ça a été de se dire, moi, je viens d'une famille d'enseignants. Mes parents étaient des enseignants plutôt de la forme scolaire traditionnelle. Et ça a été, alors que j'allais dans la classe de ma mère, en lisant Freinet, au moment où je commençais comme animateur socioculturel, me rendre compte qu'une autre école était possible, et une autre école pragmatique. Et c'est ça que j'appelle ouvrir des horizons. Et alors, dans le cas de la figure de Freinet, avec des propositions pragmatiques, concrètes, opérationnelles, et d'une certaine manière qui fonctionnent avec un de mes collègues, Sylvain Grandserre, quand on dit les pédagogies qui ont fait leurs preuves, vous savez, les ministères aiment bien cette expression-là. Justement, pour moi, la pédagogie Freinet, c'est une pédagogie qui a fait ses preuves. Alors, pas dans le sens des programmes scolaires tels que les entendrait Jean-Michel Blanquer, mais d'une certaine manière, il y a aussi un travail qui est lié à
à l'opérationnalisation de cette pensée dans des pratiques qui durent depuis maintenant un siècle, qui ont été travaillées. Et donc, ce qui serait lié pour moi à la question des figures, c'est la question aussi de l'héritage. Voilà. C'est-à-dire comment, à partir de ces figures qui, pour certaines dates, enfin, ont quand même parlé de Freinet ou de Montessori, aujourd'hui, en innovation, c'est un peu compliqué, en tout cas d'un point de vue historique, mais comment l'évolution de ces mouvements et de ces figures a permis qu'il y ait un héritage qui se fasse ou pas. Et c'est en ça que je parlais un tout petit peu des vulgates. Moi, je trouve que c'est notamment l'expression utilisée par Patrick Raillot et Elisabeth Bautier m'avait pas mal marqué il y a quelques années sur le fait que toute l'éducation nouvelle courait le risque de vulgates nous conduisant à des pédagogies invisibles. Et je pense que du coup aussi reposer la question de ces figures inspirantes, c'est se reposer la question de comment se joue l'héritage quand on est dans des figures comme historiques là, comme celles que je mobilise. Voilà. Et donc dans le cadre de ce séminaire, je trouve ça très intéressant du coup de revenir comme vous le faisiez aux origines de certaines pensées parce qu'il me semble qu'elles ont été sacrément dévoyées, mal comprises, par tous ces transferts jusqu'à devenir des formes des ersatz, quoi, quasiment, de la pensée d'origine. Voilà ce que je pouvais partager. Je commence par dire que c'est difficile de répondre à l'exercice d'une figure inspirante quand les grandes figures de l'éducation font partie de mon projet de recherche et des cours d'enseignement. Donc, après l'ouvrage que j'ai écrit avec Gabriel Vegan sur les grandes figures de l'éducation, de la pédagogie, qu'on a augmenté encore lors de sa nouvelle publication en 2019, je co-dirige actuellement avec deux collègues, Séverine Parer et Fabienne Serena-Karski, qui est là présente, un ouvrage international sur les grandes figures de l'éducation spécialisée à l'éducation inclusive. Donc, où on travaille sur les questions justement des origines. Pour chaque figure, on parle des origines et résonances. Aujourd'hui, on reviendra peut-être sur cette question par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les ressources. Est-ce qu'il y a des sources? Quelles sources? Seconde, première et tout ça, c'est à discuter. Donc, c'est ce que je peux dire, que moi, je suis un lecteur nécessaire. Je visite et revisite, mets en discussion, enseigne Rousseau, Montaigne, Hélène Kay, Lassalle, Schleiermacher. Donc, l'exercice que je me suis donné pour ne pas me perdre dans une démarche quantitative de ces figures ou aller me réfugier dans mon domaine philosophique avec Søren Kierkegaard, je préférais faire un premier déplacement. Quand Rémi m'avait posé la question des figures inspirantes, je me suis déplacé tout de suite en prenant les banquets de Platon avec la figure de la prêtresse Diotime de Mantiné, et avec laquelle Socrate entre en dialogue alors qu'elle n'est pas présente à ces rendez-vous entre hommes des lettres. Donc, Diotime de Mantiné inspire la figure inspirante qui inspire Socrate pour réagir à l'éclatant discours d'Agathon et d'autres aussi mémorables comme celui d'Aristophane. Socrate s'appuie sur Diotime de Mantiné pour entrer en controverse avec les 5 discours qui l'ont précédé et proposer ainsi sa propre vision de l'éros. Donc, la figure inspirante est une figure qui me parle, me provoque, me donne à voir et à entendre. C'est une figure qui, à partir du lieu du monde où elle a vécu, de son époque, de son contexte culturel, social, politique, économique et spirituel, vient comme l'étrangère, puisque Diotime de Mantiné, c'est une étrangère, mais parler dans des choses qui sont actuelles. Donc, c'est celle qui me bouscule dans mes certitudes, dans mon sommeil dogmatique, dirait Kant. Donc, la figure inspirante reste donc inspirante et ne parle pas à ma place, même si j'y fais référence régulièrement. Mon collègue vient de dire tout à l'heure de l'héritage. Je travaille sur cette question de l'héritage, non pas comme testament, mais comme ressource. Donc, c'est quelqu'un avec qui je reste toujours en dialogue avec elle. Je peux m'adresser à elle dans un je-tu lorsque je me débat directement avec ses pensées, ses agir. C'est pour moi la phronésie, sagesse pratique,
me rendant intelligible à moi-même et aux autres à partir de mon engagement dans les champs éducatifs. Donc, c'est une figure dont j'entre en conversation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Deuxième déplacement donc, au niveau des figures, puisque je me suis dit, il faut quand même que je dise quelque chose d'une figure, parce que c'est la question aussi. Donc, j'ai deux figures actuellement qui m'interpellent, hein, donc qui m'interrogent, c'est Jacotot, de dire est-ce que les Jacotot des Rancières, est-ce qu'il y a une autre Jacotot ou il y a encore quelque chose qui peut se compléter par rapport à Rancière? Et puis, il y a l'autre figure dont je vais vous parler, c'est de Paul Robin. Paul Robin, qu'on ne parle pas encore, c'est j'entre en conversation avec Paul Robin. Alors, qui est Paul Robin, qui est né en 1837 dans une famille de la grande bourgeoisie catholique? Il s'exprime à propos de son éducation en ces termes. « Je me suis toujours senti peu aimé et beaucoup châtié. » Proche de Bakounine et militant néo-malthusien au sein de la Ligue de la régénération humaine, il entra à l'école normale supérieure en 1855, que je passe outre pour respecter les 12 minutes de Christine Delory-Momberger. Ami de Ferdinand Buisson et lui-même plus proche collaborateur de Gilles Ferry, il dirigea de 1880 à 1894 l'orphelinat Prévost à Saint-Puce, dont la directrice était l'épouse de Ferdinand Buisson. Toutefois, son nom ne figure pas dans la deuxième édition du dictionnaire de Ferdinand Buisson, et c'est alors même qu'il collabora activement à l'élaboration de la première édition et que l'on connaît l'influence importante qui a été la sienne. Il disparaît, pour ainsi dire, du discours des pédagogues et des chercheurs en pédagogie. On parle pratiquement plus de Paul Robin, alors que c'est pourtant Paul Robin qui a mis en place tout ce qu'on dit aujourd'hui, l'enseignement intégral. On entend partout l'enseignement intégral. En 1993, les Nations Unies ont prôné le plein épanouissement de la personne. Enseignement intégral, c'est Paul Robin, mais personne n'en parle. Alors, qui aura pour objectif d'apprendre à l'enfant à se développer selon toutes ses potentialités. L'enfant doit recevoir une éducation qui prenne en compte l'ensemble du développement de l'individu sur le plan physique, intellectuel et moral, tout en respectant son libre arbitre. La coéducation, et que Paul Robin nomme, enfin qu'on nomme aujourd'hui la mixité, est une éducation commune à tous, hommes, femmes, absence de séparation dans l'acquisition des connaissances entre l'assimilation et la production, respect de la liberté de l'enfant et participation à des tâches communes, prise de responsabilités, développement de la culture physique et prise en compte de la dimension du plaisir dans l'apprentissage, randonnée à bicyclette, baignade, excursion sur plusieurs jours, colonie de vacances inventée par Edmond Courtinet en 1883. Pour résumer mon sujet, je peux dire que son projet éducatif opte pour une éducation intégrale qui s'adresse aux garçons comme aux filles, une éducation physique qui prend le sport sans compétition. Il ne faut pas oublier que l'éducation physique introduite par Gilles Ferry en 1880 était réservée seulement aux garçons. Une éducation intellectuelle qui privilégie les méthodes scientifiques d'observation et d'expérimentation et les méthodes actives avec l'utilisation de l'imprimerie, et c'est bien, je l'ai dit quand même avant Freinet, et une éducation morale qui encourage l'esprit de solidarité et le sens de la responsabilité dans une communauté éducative. Pour les adultes sur le plan politique, il s'agit de réorganiser le travail afin d'augmenter le temps de chacun consacré au loisir pour dégager le temps nécessaire pour l'accès au savoir afin d'améliorer sa condition. Donc, l'éducation intégrale, comme vous le savez, va être mise, on saura plus par rapport à Francisco Ferrer ou Sébastien Faure, on parlera de la riche où se passera cette éducation intégrale, alors que c'est Paul Robin. Donc, je termine en parlant un peu de la régénération sociale selon Robin. Les deux idées fortes de Paul Robin pour parvenir à une intégration sociale selon l'éducation intégrale et la coéducation des sexes. Il définit l'éducation intégrale dans les manifestes aux amis de l'instruction du progrès pour la diffusion des principes en disant
Nous les désignons par le mot intégral qui contient sa définition, l'éducation tendant au développement parallèle et harmonique de l'être tout entier. Elle comprend nécessairement l'instruction intégrale qui servira de base à l'enseignement spécialisé, à l'apprentissage professionnel. Quant à la coéducation, puisque ce sont vraiment ces deux concepts, éducation intégrale et coéducation, elle aura comme objectif de faire disparaître toutes les inégalités factices et conventionnelles qui ne reposent sur rien de naturel. Il va dire, pour chacun, les droits de développer le plus complètement possible toutes ses facultés physiques et intellectuelles, quelles que soient les circonstances ou les hasards l'a fait naître. Cette coéducation des sexes, c'est aussi la coéducation de tous les enfants du monde, qu'ils soient issus des familles ouvrières ou bourgeoises. C'est un anarchiste qui avait proclamé à son temps la destruction, le renversement de toutes les institutions, se tournera vers l'école pour créer un nouvel ordre mondial entre humains pour une justice sociale, fruit d'une régénération sociale. Le projet politique de Paul Robin est un projet social qui est celui de la régénération d'une nouvelle société. Cette société va s'engager sur d'autres valeurs que celles qui sont établies telles quelles et médiatisées par l'école, telles que la récompense, les diplômes, l'émulation, la réussite enviable, l'autorité, la punition, la compétition. S'il entre dans les détails de l'éducation physique et intellectuelle, il considère l'éducation morale comme la résultante de la manière dont sont dispensées les autres éducations et la cohérence d'un vivre ensemble dans l'école. L'éducation morale, dira-t-il, est surtout œuvre d'influence, la conséquence d'une existence normale dans un milieu normal. Pour terminer, je dirais, comment peut se traduire dans les faits ou plutôt dans une option philosophique en éducation, une politique de la régénération sociale par l'éducation, c'est ce mot vraiment. On peut poser la question de l'identité et de la communauté d'études en dialogue avec Paul Robin et ses inspirateurs qui seront Saint-Simon et Fourier. Il s'agit d'abord de définir l'école comme un lieu politique de socialisation et non pas d'abord comme un lieu d'instruction avec l'éducation comme conséquence. Donc, pour tous les penseurs de l'école, celle-ci est un lieu d'éducation qui a comme outil principal ou particulier l'instruction et comme vraiment outil les vivre ensemble qui est vraiment ce qui est de l'ordre de l'autorité. Donc, l'école devient un lieu politique de socialisation. Merci. Bonjour à tous. C'est difficile pour moi de vous accompagner dans cette dynamique si riche dans ce moment à cause de mes travaux excessifs à la faculté, mais je compte être avec vous pour tous les événements à suivre. J'ai préparé, mais je n'ai pas envoyé une motivation autour de Paulo Freire. Je pense que c'est une figure inspirante pour tous, mais davantage pour nous, les latino-américains et les brésiliens. Cette année, c'est son centenaire. Ça s'y fête dans tout le monde. Et lui, il est à l'origine des mouvements sociaux importants en Amérique latine et aussi au niveau épistémique des deux courants très latino-américains, mais aussi européens, très importants, qui c'est l'éducation populaire et la recherche-action. Il a une pensée ancrée dans la formation des adultes, une pensée pédagogique ancrée dans la formation des adultes, mais dont les réflexions traversent plusieurs domaines de l'action sociale, le théâtre, la santé et d'autres domaines, aussi bien que les principes de sa pensée pédagogique sont orientations pour d'autres niveaux et d'autres modalités scolaires.
et d'une certaine façon, c'est encore une pensée très actuelle, très émergente, qui renaissent dans tous les lieux où il y a des collectivités qui ont besoin de gagner un peu d'espace et d'identité politique. Donc, je pense que sa pensée, elle est très politique. D'ailleurs, le gouvernement brésilien veut désire qu'elle soit bannie de tout le territoire national dans ce moment. Et donc, rappeler Paulo Freire, c'est aussi un acte de résistance. Tout d'abord parce que lui aussi, il pense que tout acte éducatif est un acte politique. Avec ça, il fonde l'idée d'empowerment qui se pose comme une question dans toute action pédagogique. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai écrit, et comme je suis en voyage dans ce moment, je ne suis pas avec mon papier, mais je m'engage à envoyer à Rémi dès que j'arrive à Belo Horizonte tout de suite. Je vous remercie pour cette chance aussi de prendre la parole dans ce moment. Merci beaucoup. Mais pour remarquer deux points qui me semblent un peu traverser un certain nombre de choses qui ont pu être dites autour de la question qu'est-ce qui fait qu'une figure inspirante, si on peut dire, sort de l'anonymat ou sort de l'oubli ou pas. Et il me semble qu'il y a eu deux choses qui ont traversé plusieurs prises de parole. Alors je pense à celle de Pierre notamment, également à celle de Laurent Lesquarche. La capacité à inspirer peut-être les artistes. Il y a eu un film sur Henri Laborie, c'est pas extrêmement courant d'avoir un film sur ce type de scientifique. Il y a eu des films sur Célestin Freinet, en tout cas moi j'en ai vu un, L'éducation buissonnière en 1949. Hannah Arendt, auquel on consacre un de nos colloques, il y a eu un beau film de Margrethe von Trotta sur Hannah Arendt. Donc cette capacité à inspirer au-delà des éducateurs, au-delà des personnes qui pensent l'éducation, enfin de façon générale. Et une autre réflexion que je me faisais et qui traverse aussi certaines prises de parole qui ont pu avoir lieu ce matin, c'était est-ce que le besoin qu'ont un certain nombre d'institutions de nommer des choses, que ce soit des salles, des programmes, quoi que ce soit, n'aide pas aussi à faire sortir des figures inspirantes de l'anonymat. J'ai repris une page du beau livre sur Grundtvig, une figure inspirante dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui a été édité par Christophe Miqueux, Jean-François Duperron et France Roy. Et France Roy, dans l'introduction, dit le nom de Grundtvig est récemment sorti de l'anonymat quand il fut choisi pour désigner le volet éducation des adultes du programme européen Socrate II. Donc aussi cette capacité des fois, ce besoin de nommer qu'ont les institutions, de nous flécher le parcours vers des figures inspirantes qu'on a pu oublier, comme peuvent le faire des noms de rues ou des noms d'amphithéâtres ou quoi que ce soit. Donc c'était deux choses que m'inspiraient les présentes prises de parole. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Camille? Oui, Augustin? Oui, je peux réagir simplement en disant que oui, par rapport à la figure inspirante, la figure inspirante, quand on a écrit l'ouvrage avec Gabriel Wegand, on s'est dit la figure inspirante, c'est étonnant, elle peut être dans son temps. C'est quelqu'un qui vous arrête. À un moment donné, vous arrête et vous oblige à bouger. Mais la figure inspirante peut être aussi une figure qu'on a vraiment oubliée et qui, un jour, ça se révèle suite à ce que vient de dire Camille par rapport à un nom, quelqu'un qui se rappelle de mettre ce nom-là à la mode et puis
on retrouve cette figure devient une figure inspirante. Mais j'aimerais juste parler aussi de ces figures, parce qu'en disant des Diotima de Lamartine, personne ne connaît réellement. On la connaît que par Socrate, réellement. Et donc, ce sont des figures, puisque Laurent parlait de Freinet, on connaît Lise Freinet, mais il y a beaucoup de femmes avec Pestalozzi ou d'autres qu'on ne connaît pas. Ce sont ceux qui soufflent à l'oreille de quelqu'un. Et il y a des figures comme ça qui nous soufflent. On parle des nez des géants, moi je parle des souffleurs, des gens qui nous soufflent à l'oreille. Et ces figures-là, quand on parle, il y a une voix qui nous souffle au-dedans de nous et qui discute avec nous. Je vais vraiment profiter juste de ce petit moment pour parler de cette question qui est en train de dire, est-ce qu'on va aller vers la source ou est-ce qu'on peut aller vers les sources primaires ou les sources. C'est compliqué. La collègue a parlé de est-ce que tout le monde va aller étudier les Chinois pour aller étudier un tel. Si on commence par rapport à ça, on dira mais à quoi ça sert notre réunion d'aujourd'hui. Si nous parlons de ces figures, nous ne sommes pas des sources premières. Nous allons à la source et les autres parlent avec nous. C'est-à-dire qu'il y aura toujours dans les travaux du chercheur, je dirige le cycle d'études doctorales, je demande toujours à mes doctorants, cherchez le plus la personne qui a parlé, mais écoutez aussi la personne qui a parlé avec ces personnes-là qui entrent en conversation. Et si cette source-là existe aujourd'hui, c'est parce que nous sommes là aussi et nous parlons. Et si Jacques Otto, on en parle aujourd'hui, c'est Rancière. Voilà. Merci, Laurent. Oui, c'est pour enchaîner ce que dit Augustin. Là, pour préparer, moi, j'ai relu l'intro de 15 pédagogues de la dernière version de Jean Housset qui évoque justement tous ces enjeux, par exemple la question du genre qui est totalement occultée avec ces souffleurs, j'aime bien l'expression. Et aussi, je crois que pour les praticiens, il y a vraiment une question d'accès à ces figures. C'est-à-dire, on accède à ces figures que dans des vulgates. Et à part nous, en sciences de l'éduc, où on retourne au texte, globalement, c'est des vulgates qui circulent. C'est ce qui s'est passé avec Montessori ces derniers temps. Freinet, ça dépend. Si vous êtes dans le mouvement, je crois qu'on n'est pas dans les vulgates, mais il y a quand même beaucoup de pratiques. Et je pense que là aussi, un des gros travaux des sciences de l'éduc ou d'outils comme ça, c'est rendre encore possible l'accès aux textes sources. Oui. Et je pense que là, le travail de Jean Housset, moi, ça fait partie dans mon parcours. C'était mon directeur de thèse. Ça m'a changé complètement ma vision, c'est clair. Mais aussi, je crois que Philippe Mérieux a fait beaucoup avec des outils d'une grande qualité. Je suppose que vous connaissez Éducation en question, qui sont des outils à la fois de formation, mais qui sont des petites vidéos qu'il a mis en ligne d'ailleurs sur son site maintenant, mais qui permettent de revenir quand même à des pensées très fondatrices. Et je crois que là aussi, pour moi, il y a un enjeu très fort d'accès. Or, beaucoup des pédagogues, Jean Housset l'avait mis dans un texte que j'aime beaucoup, qui est Import-Export sur les pédagogues, où il développe l'idée que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont su communiquer, en fait. C'est ceux qui ont su faire mouvement et c'est ceux qui ont su communiquer. Et je crois que c'est un enjeu aussi très fort chez certains qui ont été oubliés comme Cousinet, qui finalement, quand même, elle perd du travail de groupe en livre. Enfin, c'est une grande figure, Cousinet. Mais aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il est totalement oublié. Et je crois que c'est aussi une question intéressante à travers ce séminaire, de se reposer cette question de comment ils ont pu faire mouvement ou pas. Voilà. Donc ça, Augustin, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été développé. Et sur Freiret, je pense que c'est un Freiret, là, il y a dans le centenaire, je crois même qu'il y a un numéro de DSO qui sort là, qu'on a coordonné. Et ce qui était intéressant dans la coordination, c'est qu'il y a des collègues sud-américains et des collègues français. Et on ne parle pas du même Freiret, en fait. C'est-à-dire que pour les collègues sud-américains, c'est vraiment une figure, aussi une figure de l'école. Alors que moi, Freiret, je l'ai rencontré que dans l'éducation populaire en France. Pas du tout une figure de l'école. Et donc, je suis assez sensible aussi à cette idée-là qu'il y a plusieurs figures à travers un même personnage, selon comment ça s'est diffusé. Voilà. Oui, il y a des terrains
plus ou moins fertiles, qui sont plus ou moins prêts à écouter. Et puis, il y a cette idée des allers-retours que tu évoques. C'est-à-dire que pour pouvoir aller à la racine, il faut donc ces fameux souffleurs ou passeurs, et ensuite, il faut faire le chemin à l'envers. Il faut revenir jusqu'à sa propre pensée. Et voilà, et nous, on est peut-être là pour ça. Camille, tu voulais intervenir? Oui, c'était un petit point, un manque d'inspiration, justement, tout à l'heure que j'avais oublié un troisième point que j'avais noté en termes de réaction et qui m'était inspiré plus par la présentation d'Anne-Françoise, qui était l'intérêt de réfléchir à, je ne trouve pas le mot, mais ce qui ont été les figures repoussoires plutôt que les figures inspirantes de penseurs auxquels on s'intéresse. Enfin, dans le cas de Honneth et de l'école de Francfort dont tu parlais, hein, il y a quand même un côté de l'art de maintenir une critique de la modernité technique et capitaliste en étant ni marxiste orthodoxe ni heideggerien, quoi. Il y a quand même deux figures qui permettent de savoir où on ne veut pas aller aussi à ce niveau-là. Et je trouve intéressant de voir les figures qui nous ont repoussés aussi, parce que c'est peut-être elles qui nous envoient vers celles qui nous inspirent, un peu comme une balle de flipper dans notre trajectoire intellectuelle.